Tchani il règne en maître, il n'a pas l'intention de négocier. On a surtout une élite qui est pourrie, qui s'occupe plutôt de conserver le pouvoir, de distribuer le marché public, que d'être finalement aux côtés de ces soldats. Quelle est votre réaction suite à la déchéance provisoire de votre nationalité nigérienne, signée le 11 juin par le général Abdourahmane Tiani, qui est à la tête du Niger? Je ne suis pas surprise de cette déchéance de nationalité, puisque c'est la seule arme que Tchani a finalement contre tous ceux qui lui disent qu'il manque de résultats, qu'il est en train de mener le pays dans un gouffre et qu'il faut peut-être s'arrêter et puis réfléchir et faire marche arrière, quitter le pouvoir, laisser un gouvernement civil venir. Il a justifié le coup d'État au Niger pour des raisons de sécurité, d'insécurité notamment, des raisons de malgouvernance. 3 années sont passées et finalement, d'un point de vue sécuritaire, les résultats sont plus que catastrophiques. Bazoum a fait 2 ans et demi. Quand on compare le bilan sécuritaire, celui de Tchani est 10 fois pire. Donc, première raison qui ne tient pas. Deuxième raison, il parle de malgouvernance qui l'a conduit à faire le coup d'État. Et on voit que quand Tchani est venu finalement au pouvoir, quelques mois après, à peine 4, il a voté une loi qui soustrait du contrôle public toutes les dépenses liées aux questions sécuritaires. Il ne peut pas y avoir pire preuve de malgouvernance que ça. Donc je ne suis pas surprise, après qu'il m'accuse d'intelligence avec une puissance étrangère, d'incitation à la révolte, de troubles à l'ordre public. Ça ne me surprend pas non plus, parce que ce sont les mêmes accusations finalement qu'il emploie vis-à-vis de tous ceux qui refusent finalement de se taire, vis-à-vis de tous ceux qui refusent de s'aligner et qui ont choisi de résister, de dire que ça ne va pas. Quel impact cette déchéance a-t-elle sur votre vie? Beaucoup ne le savent pas. Il y a évidemment une campagne qui est faite par la junte elle-même pour dire que j'ai une autre nationalité, mais je n'ai pas d'autre nationalité, c'est la seule nationalité que j'ai. Donc la déchéance de nationalité fait de moi finalement apatride. C'est qu'ils n'ont pas droit de faire normalement parce qu'ils ont ratifié des conventions qui leur interdisent de faire d'un citoyen apatride. Donc là, je me retrouve sans nationalité et probablement sans document de voyage et tout ça. Donc ça a des conséquences, notamment la limitation des déplacements et tout ça. Mais il y a des organisations aussi en place pour protéger les personnes apatrides. Il y a des procédures à faire et du coup, je vais les faire. Les juntes sahéliennes présentent souvent les opposants en exil comme des relais étrangers. Comment garantissez-vous votre indépendance dans les pays où vous résidez? Déjà, pourquoi ne serais-je pas indépendante en fait? Pourquoi eux sont-ils libres finalement d'avoir un positionnement et que nous, quand on en a, subitement, c'est comme si on ne pouvait pas avoir l'esprit libre pour regarder, voir, analyser, projeter et dire que ça ne va pas, alors que tous les éléments le prouvent. Eux, ils ont bien cette liberté, pourquoi pas les autres? Finalement, c'est réduire les gens à une sorte d'être incapable de réfléchir et de décider par soi-même. Comment qualifieriez-vous la situation sécuritaire au Niger? Pas qu'au Niger, dans les 3 pays en général, la situation sécuritaire s'est complètement dégradée. On a vu ce qui s'est passé en avril dernier à Bamako, ce qui était quand même assez grave. Et on a vu les 2 attaques quand même successives en moins de 6 mois de l'aéroport de Niamey, qui constitue quand même l'un des endroits les plus stratégiques du Niger, le plus sécurisé, la base 101 notamment, qui se fait attaquer à quelques mois d'intervalle par des groupes djihadistes. C'est un indicateur que ça ne va pas. Et donc, c'est pour ça que nous, au niveau de l'ADES, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la situation sécuritaire. C'est ce qui nous fait dire qu'il est urgent d'agir et qu'il est urgent que les régimes militaires partent et qu'ils cèdent la place à des régimes civils, qu'ils rendent au peuple aussi leur liberté de choisir finalement qui va venir les diriger, des gens à même de mettre en place des stratégies qui nous permettront de juguler l'insécurité parce que visiblement leur stratégie ne marche pas. Et on ne va pas incriminer de façon générale toute l'armée. On a des vaillants soldats qui se sacrifient au quotidien au front. On a surtout une élite
qui est pourri, qui s'occupe plutôt de conserver le pouvoir, de distribuer le marché public, que d'être finalement aux côtés de ces soldats-là et de les aider, d'élaborer des stratégies qui permettraient de combattre efficacement les groupes terroristes. Une négociation avec le président nigérien est-elle possible? L'apport de la négociation, ce n'est pas nous qui la fermons. Pour négocier, il faut avoir en face quelqu'un qui veuille négocier. Or, Tchani a fait exactement le contraire. En mars 2025, quand il y a eu les assises nationales qui lui ont accordé 5 ans de mandat hors de toute élection et 5 ans de mandat renouvelable indéfiniment. Ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de négocier. Accepteriez-vous sa main tendue s'il venait à vous contacter? Pour le moment, il n'a tendu aucune main à personne. Et excusez-moi de ne pas saisir une main qui n'existe pas. Mais le jour où il la tendra réellement, nous la prendrons. Mais cela commencera déjà par la libération de tout ce qu'il a arrêté de façon extrajudiciaire, à commencer par le président Bazoum, son épouse, d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs de la société civile, des journalistes qui sont injustement incarcérés. Une fois qu'il aurait fait ça, on peut dire qu'il y a finalement une certaine volonté. Mais pour le moment, il n'y a pas de main tendue. Tchani règne à maître, il n'a pas l'intention de négocier. Que pensez-vous du traitement accordé à l'ancien président Mohamed Bazoum, incarcéré depuis le coup d'État du 26 juillet 2023? Évidemment, c'est malheureux. Je trouve ça très malheureux. Je trouve anormal, terriblement injuste qu'un être humain puisse être gardé hors de tout contexte judiciaire. Il n'a jamais été présenté à un juge, il n'a jamais été jugé, on ne sait pas de quoi il est accusé. Qu'on le garde dans une aile de palais, une pièce avec sa femme, pendant 3 ans, je trouve que c'est un traitement totalement inhumain. Et je trouve triste que le monde regarde ça. Je trouve ça triste, donc j'ai une grosse pensée évidemment pour lui. J'ai beaucoup d'admiration pour son courage, pour sa résistance et à nous autres qui sommes en train de nous battre pour que nos pays retrouvent le chemin de la normalité. Il nous sert d'exemple, il nous inspire.